On les retrouve sur les terrains les plus difficiles de la base lorsqu'il faut reformuler les aspirations de l'opinion et surtout présenter les revendications les plus fondées, les revendications sociales. On les appelle la société civile généralement, mais on sait aussi que la société civile regroupe ces acteurs non étatiques qui travaillent pour le développement d'une façon ou d'une autre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de ces ateliers particuliers sur le forum sur la société civile et les évaluations de la gouvernance en Afrique, un forum organisé à Dakar, précisément du 10 au 12 novembre par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires, parmi lesquels le CONGAD que nous recevons cet après-midi. Ici, nous recevons le président du CONGAD, plus précisément, le Conseil des ONG d'appui au développement, Momar Talakan. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également sur ce plateau spécial quelqu'un qui nous vient du Burkina Faso, parmi la centaine de participants à ces travaux, Monsieur Ian Jonas, je prononce bien j'espère, qui est le président du Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso. Un conseil qu'on a vu pratiquement dans toutes les médiations et qui est parfois intervenu dans le champ des réformes. Mais je voudrais que nous commencions tout de suite, pour la vingtaine de minutes qui nous est accordée, par évoquer le rôle de la société civile qui, au Sénégal, est confondu un peu à celui des formations politiques, même si ce n'est pas pour la conquête du pouvoir, mais on vous voit dans les rangs des politiques et on vous accuse même parfois de manipulation. Ça, c'est pour parler comme au pouvoir. Oui, nous laissons aux autres la responsabilité de nous catégoriser de cette manière-là, mais nous avons la conviction que nous militons pour les transformations sociales, économiques dans nos pays. Par conséquent, nous sommes dans une dimension politique sans être partisans. Vous ne revêtez pas toujours les tenues de l'opposition, telles qu'on vous les reconnaît parfois? De manière globale, les organisations de la société civile sont des organisations citoyennes, sont des organisations qui luttent pour les transformations économiques et sociales dans leur pays et peuvent absolument se mettre sur des positions politiques, sans pour autant être partisans, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Parce que la société civile a l'attitude de choisir son opinion politique. Alors, Ian Jonas, dans le cas du Burkina Faso, on sait que le régime de Blaise Compaoré a connu quand même quelques situations confligènes, avec quelques crises, notamment avec ses mutineries au sein de l'armée, et qu'on a vu des réformes naître. Quel est le rôle de la société civile dans ce type de situation où on sait que l'armée commençait à devenir une espèce de bombe à retardement, une bombe sociale à retardement pour la stabilité politique au Burkina Faso? Ouais, il faut dire qu'avant même cette mutinerie, le chef de l'État avait lancé une idée de réformes politiques et institutionnelles dans le but d'approfondir la démocratie sans véritablement donner un contenu précis de cette réforme. Et c'est quelques 2-3 mois après que la mutinerie est survenue. Et la société civile a saisi cette occasion pour mettre en place une coalition qu'on a dénommée Coalition sur les réformes politiques, en vue maintenant de contribuer à donner un contenu à cette idée de réforme politique en tenant compte de la situation de crise qui est intervenue. Et la société civile a mis beaucoup l'accent sur un certain nombre de problèmes qui étaient déjà connus et qui entravaient déjà l'approfondissement de la démocratie et partant du développement global du pays, en insistant surtout sur la nécessité de réformer l'armée, en tout cas de retenir la question de l'armée comme faisant partie des éléments fondamentaux des réformes envisagées. Pour qu'aujourd'hui on ait une armée burkinabé républicaine. Tout à fait. Et quelle est la différence? Elle était une armée présidentielle spécialement? Oui, il faut dire que, en quelque sorte, le pouvoir s'apparentait toujours à un pouvoir militarisé. Quand on sait que le chef de l'État lui-même était militaire et que même de la tenue, il est passé au costume avec le processus démocratique, mais les relents militaires ou militaristes demeuraient toujours dans la pratique démocratique. Mais on l'a vu très bien, Ian Jonas, démilitariser le pouvoir ne suffit pas, parce qu'il y a eu dans le vent, dans la vague de réformes qui ont été entreprises, l'une d'elles qui est fondamentalement constitutionnelle et vise à faire sauter les verrous de limitation de mandat présidentiel.
Quel est le rôle de la société civile dans Oui, c'est pourquoi je disais que quand le chef de l'État avait lancé l'idée des réformes politiques sans véritablement donner un contenu, la lecture que la plupart des citoyens burkinabés avaient eue, c'était dans le souci d'aller vers la levée du verrou de ce qu'on appelle là-bas l'article 37 qui est consacré au mandat présidentiel, de sorte à faire désormais une limitation, enfin un mandat non limité. Et la société civile, avec la crise, a mis l'accent sur cette question également de l'article 37 pour dire, dans la mesure où nous voulons approfondir la démocratie, il serait contradictoire de vouloir en même temps qu'on laisse une porte ouverte à des présidences à vie. La société civile a beaucoup œuvré, lutte toujours pour que cet article-là soit maintenu en l'état, c'est-à-dire limiter les mandats présidentiels. Cela va sans dire que rien n'y a changé. Momar Talakan, vous êtes au Sénégal, vous travaillez pour le Congrès des ONG fondamentalement, qui aujourd'hui, on leur fait le reproche de défendre simplement des projets, des programmes qui connaissent des financements extérieurs et donc des chancelleries occidentales. Est-ce que vous avez l'impression que la société civile a effectivement la capacité de changer les orientations des gouvernements, d'influencer sur les modèles de gouvernement, si bien par exemple qu'on puisse limiter les mandats présidentiels ou alors amener les aspirations de la base vers à les confronter aux aspirations du régime? Vous savez, les organisations de la société civile ont pour mission d'amener le développement économique et social dans nos pays, d'aider les populations, les plus pauvres notamment, à s'en sortir. De ce point de vue, nous ne pouvons pas être absents dans l'influence des politiques publiques dans nos pays, politiques publiques qui intéressent au premier chef les populations. Donc de ce point de vue-là, nous continuerons de chercher à influer sur ces politiques publiques. Et nous en avons les capacités et nous le faisons. Nous essayons d'installer des espaces de dialogue avec ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont la responsabilité d'élaborer et de définir ces politiques publiques pour que la prise en charge des préoccupations des populations soit effective dans ces politiques publiques. Par conséquent, c'est une ambition pour nous d'influer sur les politiques publiques. Il n'y a pas que les politiques publiques d'un point de vue économique. C'est également l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Le Sénégal est connu pour cela. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas être un spectateur quand la démocratie peut être menacée dans notre pays. Si c'est le cas, nous réagissons dans le sens de l'approfondissement de la démocratie dans nos pays. De démocratie, justement. En Côte d'Ivoire, par exemple, le Conseil national des organisations de la société civile a été adressé des compliments, des félicitations au président Ouattara au lendemain de la crise de dévolution du pouvoir. Et dans le cas du Sénégal, on range la société civile pour les plus critiques du régime dans les rangs de l'opposition. Comment faut-il voir ce type de société civile en appui au gouvernement ou alors en appui à l'opposition politique? Pour moi, les organisations de la société civile sont ou devraient être équidistants, aussi bien de l'opposition que du gouvernement du point de vue principal. Mais si, dans le cadre de l'exercice de nos missions, nous nous retrouvons aussi bien du point de vue du gouvernement que du point de vue de l'opposition dans des perceptions communes, nous les assumons. C'est ça la réalité. C'est pour cela qu'on redoute la société civile, par exemple, pour la prochaine fièvre électorale au Sénégal, pour février 2012. L'on peut redouter la société civile dans sa capacité à pouvoir encadrer, parce que notre revendication ultime par rapport à ces élections, c'est quoi? C'est des élections transparentes, c'est des élections qui assurent le suffrage respecté des populations du Sénégal. Et c'est ça la démocratie pour nous. Et quiconque n'est pas d'accord avec ça peut effectivement nous considérer comme un empêcheur de tourner en rond. Donc de ce point de vue-là, nous continuerons d'assumer cette préoccupation, cette mission, de chercher à l'approfondissement de la démocratie dans notre pays, qui, à travers les élections, devrait passer par des élections transparentes, mais des élections qui vont assurer la paix dans notre pays. Nous n'avons pas besoin que notre pays s'embrase, parce qu'un jeu politique est là pour cela. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que les populations puissent exprimer valablement leur suffrage et contenir toutes les velléités conflictuelles. Je voudrais que nous sortions de ce volet politique du rôle de la société civile en évoquant la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Avec vous, Ian Jonas, vous la suivez de très près. Le FPI de Laurent Gbagbo jusqu'ici ne figure pas sur la liste désormais connue des candidats aux législatives du 11 décembre prochain.
Quelle est, de votre point de vue, la position que la société civile devrait adopter dans cette situation où on peut dire que la Côte d'Ivoire va vers une nouvelle impasse et qu'on n'est toujours pas sorti de l'auberge après la dernière crise? Je voudrais d'abord dire qu'en démocratie, il faut comprendre qu'il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition politique et il y a aussi l'opposition citoyenne. La société civile, en dehors qu'elle sert d'interface avec les autres acteurs, mène ce qu'on qualifie d'opposition citoyenne. C'est-à-dire qu'elle donne des positions à la fois tranchées, à la fois neutres, à la fois objectives. Alors pour le cas de la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'en période de situation plus ou moins conflictuelle ou sensible, comme en Côte d'Ivoire, il y a lieu qu'à sur certains sujets, il faut effectivement avoir des approches beaucoup plus stratégiques. Alors, ce que je dois dire pour la position de la société civile actuellement, avec qui d'ailleurs nous avons de bonnes relations, la société civile devrait avoir une approche qui permette aux différentes parties d'aller effectivement vers la recherche de solutions post-électorales. Parce qu'effectivement, nous qui avons suivi de près cette question, et moi personnellement qui ai été sur le terrain pendant la période électorale, présidentielle notamment, j'ai pu constater le rôle fondamental que la société civile a joué en tant qu'en quelque sorte médiateur interne vis-à-vis d'Alassane Ouattara en son temps et vis-à-vis de Laurent Gbagbo, dans le sens d'amener les différentes parties à accepter les urnes à la fin de l'élection présidentielle. Malheureusement, nous avons constaté ce Précisément, le FPI exige la libération de Laurent Gbagbo sans condition, autant que d'autres proches de l'ex-président, ce qui n'est pas toujours accepté par le régime en place en raison des exigences de justice pour des présumés crimes qui auraient été commis pendant la dernière crise. La société civile pourrait être ici en mal de moyens de pression. Oui, il est clair que la question en Côte d'Ivoire est beaucoup plus complexe. C'est pourquoi d'ailleurs une manœuvre maladroite pourrait amener également effectivement à interpréter l'action de la société civile comme étant partisane de tel ou tel parti. C'est pourquoi je dis que la situation en Côte d'Ivoire est très particulière et la société civile devrait avoir des techniques également particulières pour amener les différentes parties à ne pas encore se retrouver dans la situation avant l'élection présidentielle. Il se dit que la société civile que vous représentez influence les politiques de gouvernement, les politiques de développement. Et pour vous particulièrement, Bomar Talakan, au Conseil des ONG d'appui au développement, vous avez certainement travaillé dans d'autres domaines et dans les politiques publiques, on pense aux collectivités territoriales décentralisées. Il se dit que pour le cas du Sénégal, toutes les politiques sont axées sur la capitale Dakar et que les régions sont un peu laissées en rade. Qu'est-ce que vous, du CONGAD, faites par exemple pour que les aspirations de la base, les aspirations citoyennes dans la région, dans l'arrière-pays, puissent remonter jusqu'au niveau des surfaces de prise de décision au niveau des pouvoirs publics? Mais ce que nous faisons, c'est d'abord par nos actions quotidiennes en tant qu'organisation à la base, c'est que les ONG cherchent à travailler au fond de ce pays, à apporter leur contribution à l'effort de développement économique et social. Et c'est une démarche d'abord pour nous de démonstration de notre volonté à ce que, du point de vue de l'occupation spatiale, que l'ensemble des populations, sur des principes d'équité, puissent être concernées par les choix de développement économique et social. Donc, si nous tentons d'influer sur les politiques publiques, ce que nous cherchons, c'est que, effectivement, que les choix de solution des problèmes des populations prennent en compte l'ensemble des régions du pays. Et ça, est-ce que vous avez l'impression que ça change effectivement? Il y a encore des efforts à faire. Il y a une forte concentration des investissements, probablement dans les zones urbaines ou dans les zones comme Dakar. Il faut continuer d'être prospectif en la matière et de démontrer de la nécessité d'une prise en charge du développement local. Et je crois qu'il y a des avancées qui sont faites à ce niveau-là. Les ONG travaillent aujourd'hui dans le cadre de la décentralisation à capaciter les structures communautaires de base, à capaciter la gouvernance locale
à travers les budgets participatifs, l'accompagnement que nous faisons au niveau des collectivités locales, beaucoup d'ONG travaillent dans ce sens, c'est pour permettre à ces collectivités locales d'être capables d'impulser le développement local à leur niveau. Et ainsi d'amener le gouvernement à comprendre et à travailler davantage pour un développement local véritable. Et quels peuvent être, selon vous, les indicateurs d'évaluation aujourd'hui pour savoir si on avance ou si on recule dans cette façon d'influencer les politiques du Mais c'est le niveau de satisfaction des populations du Sénégal, de quelque bord qu'ils soient et de quelque région qu'ils soient. C'est l'indicateur principal, que nous puissions savoir qu'à Kédougou, que nous puissions savoir qu'au fin fond du Fouta et en Casamance, les populations accèdent aux services sociaux de base pour lesquels elles ont absolument besoin et elles ont le droit de revendiquer. Donc, vous pensez qu'elles se reconnaissent dans vos revendications. Mais dites-nous... C'est à nous de nous reconnaître dans les revendications des populations, pour pouvoir les prendre en charge. Mais dites-nous, Momar Talakan, qu'est-ce que vous répondez donc à ceux qui pensent que vous, de la société civile, vous êtes par exemple prisonnier des financements et des projets, des programmes qui vous sont orientés depuis l'extérieur et qui ne collent pas toujours aux aspirations de la base? Je crois que ce temps est révolu. Aujourd'hui, les organisations non gouvernementales déterminent leur stratégie d'intervention, se mettent dans des exercices de planification stratégique pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, aucun investisseur, aucun bailleur de fonds ne peut nous dire « écoutez, allez travailler dans telle zone ». Nous répondons à des appels de projets parce que cela nous intéresse, par exemple, de travailler sur les problématiques de gouvernance. S'il y a un bailleur de fonds qui veut travailler là-dessus, mais nous répondons à son appel à projet. Mais en tout cas, de plus en plus, les ONG cherchent à analyser les préoccupations des populations de notre pays pour essayer d'y apporter des réponses et de chercher les moyens pour le faire. De chercher les moyens pour le faire. Oui. À propos de moyens, justement, Ian Jonas, pour vous qui êtes au Burkina Faso, quels sont les moyens? Comment est-ce que vous trouvez les moyens pour travailler, par exemple, dans ces réformes que vous avez entreprises et qui ne sont pas toujours en phase avec l'orientation du pouvoir en place, au sujet, par exemple, de l'article 37? D'où vous viennent les financements jusqu'ici? Bon, nous ne cherchons pas l'argent spécifiquement pour la question de l'article 37 qui vient d'arriver. Nous disposons de programmes qui datent des années passées et qui vont continuer les années à venir. Maintenant, dans le processus de réformes qui est engagé, il faut dire que ces réformes-là, en réalité, il n'y a pas d'éléments nouveaux à créer. Le Burkina Faso a fait l'objet d'évaluation du MAEP, du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui a recensé véritablement tous les problèmes de développement. C'est pourquoi quand la crise est venue et que le pouvoir a voulu mettre en place des mécanismes pour réfléchir sur des questions de réforme, nous, la société civile, à travers la coalition dont je parlais tantôt, a dit qu'il n'y a pas lieu de gaspiller l'argent du contribuable en allant mettre des mécanismes en place qui vont mener des réflexions et qui ne vont pas trouver des éléments autres que ce que le mécanisme d'évaluation par les pairs, le MAEP, a déjà trouvé et consigné dans un rapport. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre les recommandations formulées par le MAEP et puis le problème de la gouvernance est réglé au Burkina. Donc, dans le processus de ce MAEP, déjà, il y a des projets qui cadrent avec ce document au niveau de la société civile, parce qu'il faut dire que le MAEP n'a pas été conçu pour être mis en œuvre seulement par l'État, de la même manière que d'autres politiques publiques de développement. Rappelons que le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Un mécanisme pour lequel le gouvernement sénégalais n'a toujours pas souscrit. Absolument. Et c'est paradoxal, parce que le gouvernement du Sénégal a été au départ de cette initiative, si l'on se réfère au NEPA. Et ce que nous considérons, ce que nous constatons, c'est qu'au Sénégal, il me semble que notre gouvernement n'en veut pas. En tout cas, il n'y a aucun signe de manifestation d'un intérêt vers ce mécanisme d'évaluation des pairs. Ce qui montre que le ciel de la société civile au Sénégal est bien nuageux, si le gouvernement ne veut pas du MAEP. Que le gouvernement ne veuille pas du MAEP ne peut pas être la cause du nuage autour des ONG, autour de la société civile. Nous trouverons les éclaircies qu'il faut pour pouvoir travailler dans notre pays. Très bien, merci, messieurs.
Mais il faut dire que le MAEP n'évalue pas les gouvernements. Le MAEP évalue les pays. Donc je ne comprends pas pourquoi les gouvernements refusent. Ce n'est pas les gouvernements qu'on évalue. Ce sont les, oui, ceux qui adhèrent volontairement, entre griffes, comme on le dit. Mais c'est vrai que l'exercice est un peu difficile, mais quand on y parvient, on se rend compte que vraiment ça aide à faire un pas vers le développement. Et véritablement à scruter les besoins de la population. Tout à fait. Merci à vous, Ian Jonas, du Conseil national des organisations de la société civile au Burkina Faso. Et merci également à vous, Momar Talakan, du Conseil des ONG d'appui au développement, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa 7, particulièrement à ce forum sur la société civile et la gouvernance organisé par le PNUD et ses partenaires, parmi lesquels le CONGAT, justement, à Dakar. Oui, nous sommes co-organisateurs de cet événement et c'est avec plaisir que nous avons pu participer à ce que les Africains puissent ensemble partager et faire pousser un peu sur la problématique de la gouvernance en Afrique. Merci à vous chers téléspectateurs de rester fidèles à cette antenne. Merci de rester sur Africa 7. Au revoir.